Certains pères laissent de l'argent à leurs enfants, d'autres, la sagesse. Mais Sarah Ward laissa à sa famille quelque chose qui prendrait 30 ans à être compris. La nuit de sa mort, une étrange excroissance apparut sur le vieux chêne de leur arrière-cour, grandissant lentement comme une grossesse ligneuse dénuée de tout sens terrestre. Elias Ward passa 3 décennies à élever son fils seul, tout en observant cette pousse mystérieuse. Il la mesurait chaque année, lui murmurait quand personne ne regardait, et se demandait ce que sa femme mourante avait bien pu cacher à l'intérieur de cet arbre. Ses voisins le disaient maudit. Son fils l'appelait l'obsession de papa. Mais maintenant, alors que son garçon partait à l'université et que la maison se sentait plus vide que jamais, Elias donna finalement un coup de hache à cette protubérance. Ce qui en jaillit changea tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, la perte et les promesses que l'on fait à ceux que l'on laisse derrière soi. Que pouvait cacher une mère mourante dans un arbre qui attendrait 30 ans pour se révéler? Avant de reprendre le fil de l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner, car demain, je vous ai réservé quelque chose de tout à fait spécial. Le café du matin avait refroidi dans les mains d'uriné d'Elias Ward, debout à la fenêtre de la cuisine, observant le soleil filtrer à travers le chêne massif qui dominait son arrière-cour. À 58 ans, son corps portait les douleurs accumulées de 3 décennies. Passé à résoudre les problèmes des autres, robinet qui fuit, chaudière en panne et charnière grinçante qui ne semblait jamais vouloir se taire. Ses doigts calleux traçaient le bord de la tasse en céramique, un cadeau de mariage de Sarah qui avait en quelque sorte survécu à 30 ans de rituels matinaux et de soucis nocturnes. La maison autour de lui portait le poids confortable d'une vie pleinement vécue, si ce n'est toujours facilement. Des meubles dépareillés racontaient des histoires de découvertes dans des friperies et d'objets de seconde main offerts par des voisins qui savaient reconnaître un père célibataire en difficulté. Les murs affichaient les œuvres d'art de Marcus de l'école primaire aux côtés des délicates aquarelles de Sarah, pâlie maintenant, mais capturant toujours l'esprit doux qui avait autrefois rempli ses pièces de rire et d'espoir. Elias posa sa tasse et attrapa la pile d'enveloppes jaunies, nouées d'un ruban bleu. Les dernières lettres de Sarah, écrites pendant ces derniers mois terribles. Il n'avait plus besoin de les lire pour se souvenir de chaque mot, de chaque boucle de son écriture soignée. De chaque tache de larmes qui avait brouillé l'encre avant qu'elle ne sèche. Mais les toucher étaient devenus aussi essentiels que respirer, une communion quotidienne avec la femme qu'il avait aimée. Complètement et était parti bien trop tôt. Mon cher Ellie, commençait la première lettre, comme depuis 11 000 matins. Je sais que tu lis ceci près de la fenêtre de notre cuisine. Te demandant probablement pourquoi je te fais promettre de garder ces lettres pour toujours. Elle le connaissait si bien, prédisant ses habitudes avec la tendre précision qui ne vient que d'un véritable partenariat. L'arbre veille sur vous deux. Fais confiance à ce que tu ne peux pas encore comprendre. Même alors, mourante et délirante de fièvre, Sarah avait mentionné l'arbre. Elias plia soigneusement la lettre et la remit sur la pile, ses yeux attirés une fois de plus par l'énorme masse du chêne. La chose était ancienne quand ils avaient acheté la propriété 28 ans plus tôt, son tronc si large que Marcus et lui-même ne pouvaient pas l'encercler de leurs bras. Mais c'était la pousse à sa base qui défiait toute explication, un renflement ligneux de la taille d'un tonneau de vin qui était apparu la nuit même où Sarah était décédée. La première fois qu'il l'avait remarqué, 3 jours après les funérailles, Elias avait supposé qu'il s'agissait d'une sorte d'excroissance malade, une loupe qu'il faudrait enlever avant qu'elle ne tue l'arbre. Mais lorsque l'agent de vulgarisation du comté était venu l'examiner, l'homme s'était gratté la tête et avait admis n'avoir jamais rien vu de tel, structurellement sain, avait-il dit, passant ses mains sur la surface lisse, presque polie. Quelle qu'en soit la cause, l'arbre s'adapte. Il est peut-être préférable de le laisser tranquille. C'était il y a 30 ans. Depuis, le renflement avait grandi lentement mais régulièrement, ajoutant peut-être 1 pouce de diamètre chaque année. Elias avait pris l'habitude de le mesurer chaque automne à l'anniversaire de la mort de Sarah, notant les mesures dans un vieux carnet en cuir qui avait autrefois été le sien. Le rituel était devenu sacré pour lui, une façon d'honorer à la fois sa mémoire et le mystère qu'elle avait en quelque sorte laissé derrière elle. Ses voisins sur Elm Creek Road avaient leurs propres opinions sur l'arbre. Madame Peterson d'accent grave côté se signait chaque fois qu'elle passait devant leur clôture, marmonnant des choses impies et que les morts ne restaient pas morts. Le vieux Charlie Brennan insistait sur le
fait que c'était une sorte d'infection fongique qui se propagerait aux autres arbres si Elias ne faisait rien. Mais Madame Chêne, la vieille dame qui vivait dans le cottage au bout de la route, ne faisait que sourire mystérieusement lorsqu'on l'interrogeait à ce sujet et disait quelque chose sur les vieux esprits qui retrouvaient le chemin de leur foyer. Elias n'avait jamais été superstitieux, mais il avait appris à respecter l'étrange présence de l'arbre. Les nuits difficiles, lorsque la maison semblait trop vide et que le poids de la monoparentalité menaçait de l'écraser. Il s'asseyait sur le porche arrière et parlait au chêne comme si Sarah pouvait l'entendre. Il lui racontait les premiers pas de Marcus, son premier jour d'école, sa remise de diplôme du lycée. Ses luttes et ses triomphes, et tous les moments qu'une mère aurait dû voir. Parfois, dans le bruissement des feuilles, il croyait presque entendre sa voix répondre avec amour et encouragement. Marcus avait grandi en pensant que c'était un comportement normal. Pour lui, papa parlant à l'arbre était aussi naturel que de consulter la météo ou de lire le journal du matin. Ce n'est qu'à l'adolescence que Marcus commença à comprendre comment la dévotion de son père envers le chêne apparaissait aux yeux des étrangers. Des amis venaient et chuchotaient à propos du « type fou de l'arbre ». Mais Marcus avait toujours défendu son père avec une loyauté farouche. « Il n'est pas fou », disait-il. « Il se souvient juste de maman. » Le bruit de pas sur l'escalier grinçant tira Elias de sa rêverie. Marcus apparut dans l'embrasure de la cuisine, 30 ans maintenant, et se préparant pour le prochain chapitre de sa vie. Il se mouvait avec la gracieuse économie de mouvement de Sarah. Mais la carrure solide et les mains fermes de son père le marquaient clairement comme le fils d'Elias. Des cheveux foncés, qui ne se comportaient jamais tout à fait comme il fallait. Encadraient des yeux bruns intelligents qui laissaient rarement échapper quoi que ce soit. « Bonjour, papa, » dit Marcus, se dirigeant directement vers la cafetière. « Tu es encore levé tôt. »« Je n'ai pas pu dormir, » admit Elias, ce qui n'était pas nouveau. Le sommeil avait été insaisissable depuis la mort de Sarah, venant par à-coups qui le laissaient fatigué mais fonctionnel. Je me suis dit que j'allais commencer par l'évier de la salle de bain des Peterson avant qu'il ne fasse trop chaud dehors. Marcus versa son café et rejoignit son père à la fenêtre. Les deux hommes regardaient l'arbre qui avait façonné leur vie d'une manière qu'aucun d'eux ne comprenait pleinement. La lumière du matin attrapait le renflement à sa base, faisant scintiller le grain du bois comme de l'eau. « Stanford a appelé hier », dit Marcus doucement. « Ils ont finalisé mon poste d'assistant d'enseignement pour le semestre d'automne. Bourse d'études complète plus une petite allocation pour les frais de subsistance. » Elias sentit sa poitrine se serrer, la fierté et la perte s'affrontant dans son cœur. Il savait que ce jour viendrait, l'avait encouragé. Avait économisé pour cela, s'était sacrifié pour cela, mais la réalité le frappa tout de même comme un coup physique. « C'est merveilleux, mon fils. Ta mère serait si fière. Je sais que tu penses que je devrais rester, » poursuivit Marcus, sa voix prudente et mesurée. « T'aider avec l'entreprise. Peut-être m'installer ici comme elle l'a fait. Mais papa, j'ai besoin de voir ce qui se passe là-bas. J'ai besoin de savoir qui je suis quand je ne suis pas seulement ton fils ou son souvenir. Tu penses que je ne veux pas ça pour toi ?» Elias se tourna vers son fils. Voyant le menton têtu et l'expression déterminée de Sarah. « Tu penses que je t'ai retenu ?»« Pas intentionnellement, » dit Marcus, son ton doux mais ferme. « Mais cette maison, cette ville, cet arbre, tout cela consiste à s'accrocher à ce qui est parti. Je t'aime, papa. Et j'aimais maman, même si je me souviens à peine d'elle. Mais je ne peux pas construire ma vie autour du deuil de quelqu'un d'autre. » Les mots piquaient car ils portaient une part de vérité. Elias avait construit son monde autour de la préservation, autour du maintien de la mémoire de Sarah en vie par la routine et le rituel. Il lisait ses lettres chaque matin, entretenait l'arbre avec une dévotion religieuse, et structurait ses journées autour des habitudes qu'ils avaient établies ensemble. Le changement lui semblait une trahison, comme la laisser disparaître complètement. « L'arbre a cessé de grandir », dit soudainement Elias, les mots le surprenant lui-même. Marcus fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» ?»« La mesure de cette année, la même que celle de l'année dernière, au millimètre près. C'est la première fois que cela arrive depuis le début. » Elias récupéra le carnet en cuir du tiroir de la cuisine, l'ouvrant aux entrées les plus récentes. 30 ans de croissance régulière, et puis plus rien, comme s'il avait terminé ce qu'il faisait.
Marcus étudia les mesures et les notes méticuleuses que son père avait conservées. L'écriture était précise, presque scientifique dans son attention aux détails. Des graphiques et des diagrammes montraient la progression du renflement sur 3 décennies, un témoignage visuel du dévouement inébranlable d'Elias. C'est peut-être le moment, dit Marcus doucement. Peut-être que quoi que maman ait essayé de nous dire, nous sommes enfin prêts à l'entendre. Elias ferma le carnet d'un claquement. Ou peut-être que ce n'est qu'un arbre avec une croissance bizarre, et que j'ai parlé tout seul pendant 30 ans comme le vieux fou que Madame Peterson pense que je suis. Tu n'es pas fou, papa, et tu n'es pas vieux. Marcus posa une main sur l'épaule de son père, mais tu es bloqué. Nous le sommes tous les deux de différentes manières. Peut-être que mon départ te donnera la permission d'avancer aussi. La suggestion flottait dans l'air entre eux, chargée d'implications qu'aucun n'était tout à fait prêt à explorer. Elias s'était en effet habitué à ses habitudes, à ses rythmes prévisibles de travail et de souvenirs. L'idée de changer, de lâcher prise, lui semblait sauter d'une falaise dans le vide. Nous pensions à l'abattre, admit Elias, les mots lui semblant un blasphème même en les prononçant. L'arbre. Si tu pars de toute façon, et qu'il a cessé de grandir, il est peut-être temps de laisser tomber l'emprise qu'il a sur nous. La tasse de café de Marcus se figea à mi-chemin de ses lèvres. En 30 ans, il n'avait jamais entendu son père suggérer une telle chose. L'arbre avait été aussi permanent et immuable que le lever du soleil, une présence constante qui définissait leur petit monde. Tu ne peux pas être sérieux, dit Marcus. Papa, cet arbre est quoi? Un mémorial? Un sanctuaire à mon incapacité à passer à autre chose? La voix d'Elias portait des décennies de frustration accumulées. Ta mère est partie, Marcus. Elle est partie depuis 30 ans, et j'ai passé chacune de ces années à parler à un morceau de bois comme s'il pouvait la ramener. Mais si c'était le cas? La question lui échappa avant que Marcus ne puisse la retenir, révélant des pensées qu'il avait portées, mais jamais exprimées. Et si elle nous avait vraiment laissé quelque chose? Et que nous ayons juste trop peur de découvrir ce que c'est? Elias regarda son fils, voyant la curiosité intrépide de Sarah dans ses yeux. Elle avait toujours été celle qui chassait les mystères, qui croyait aux possibilités au-delà de l'ordinaire. Marcus avait hérité cela d'elle, ainsi que ses mains gracieuses et sa façon de pencher la tête quand elle réfléchissait intensément à quelque chose. Tu penses vraiment qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ce renflement? Demanda Elias. Je pense que maman était beaucoup plus compliquée que nous ne l'avions réalisé, répondit Marcus. Je pense qu'elle savait des choses sur cet endroit, sur cet arbre, qu'elle n'a jamais partagé avec nous. Et je pense qu'elle comptait sur nous pour être assez courageux pour découvrir ce que c'était. Elias regarda de nouveau l'arbre, le voyant à travers les yeux de son fils pour la première fois depuis des années. Et si Marcus avait raison? Et si Sarah leur avait tant fait laisser quelque chose au-delà des souvenirs et des lettres fanées? Et si l'arbre n'était pas un symbole de son incapacité à lâcher prise, mais plutôt une promesse que l'amour pouvait transcender même la mort elle-même? Si je dois faire cela, dit Elias lentement. Si je dois couper cet arbre, ce devrait être avant ton départ. Quoi que nous trouvions, quoi que nous ne trouvions pas, nous devrions y faire face ensemble. Marcus hocha la tête, comprenant le poids du moment. Il se tenait au seuil de la découverte ou de la déception, de la révélation ou de la destruction finale d'une belle illusion. Quoi qu'il en soit, ils le franchiraient en tant que père et fils, unis dans leur amour pour la femme qui les avait réunis et dont la mémoire les avait tous deux façonnés. Demain, décida Elias, après avoir fini le travail chez les Peterson, nous verrons ce que ta mère nous a laissé, si tant est qu'il y ait quelque chose. Comme pour répondre à leur décision, une douce brise agita les feuilles du chêne, faisant danser des ombres sur le sol de la cuisine comme des bénédictions murmurées du passé. L'évier de la salle de bain des Peterson s'était avéré plus compliqué que prévu, obligeant Elias à se glisser sous la maison par un vide sanitaire étroit qui lui faisait hurler les genoux et lui trempait la chemise de sueur. Au moment où il rentra chez lui, le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le jardin, et Marcus était assis sur le porche, une enveloppe à la main. Elle est arrivée aujourd'hui, dit Marcus sans préambule, brandissant l'épaisse enveloppe ornée du logo distinctif du cardinal rouge de l'université de Stanford, lettre d'acceptation officielle, emploi du temps des cours.
Affectation de dortoir, tout. Elias essuya ses mains sur sa chemise de travail et s'assit sur la marche du porche à côté de son fils. L'enveloppe semblait coûteuse, officielle, comme si elle appartenait à un monde bien éloigné de leur modeste maison d'Elm Creek Road. Il pouvait voir Sarah dans le profil de Marcus alors que son fils fixait la lettre, le même mélange d'excitation et d'incertitude. Elle avait mis en garde lorsqu'ils avaient parlé pour la première fois d'acheter cette propriété. « Quand dois-tu y être » demanda Elias, bien qu'il redoutât la réponse. « Le 15 août. Dans 3 semaines. » Marcus plia la lettre soigneusement, comme s'il manipulait quelque chose de fragile. « Papa, il y a autre chose. Ils m'offrent un poste dans leur programme de recherche de 3e cycle. Littérature médiévale axée sur la mythologie et le folklore celtique. C'est exactement ce vers quoi je travaille. » La fierté gonfla la poitrine d'Elias. Immédiatement suivie de la douleur familière de la perte. Sarah aurait été aux anges de voir leur fils poursuivre l'excellence académique, suivant sa curiosité intellectuelle partout où elle le mènerait. Elle avait toujours encouragé l'amour de Marcus pour les histoires et les légendes, lui lisant de vieux livres sur les chevaliers et la magie quand il était petit. C'est incroyable. Mon fils. Tu as travaillé dur pour cette opportunité. Marcus se déplaça inconfortablement, la lettre d'acceptation froissant dans ses mains. Le fait est qu'ils veulent que je commence. Immédiatement si possible. Il y a un programme d'orientation estivale, et la professeure Brightwater, c'est la directrice du département, pense que je bénéficierai d'une adaptation précoce. À quel point tôt? La question sortit plus sèchement qu'Elias ne l'avait voulu. Ce week-end. Je pourrais partir en voiture samedi, m'installer, peut-être commencer l'orientation lundi. Les mots de Marcus vinrent en un flot, comme si la vitesse pouvait adoucir leur impact. Je sais que nous avions parlé de faire quelque chose avec l'arbre d'abord, mais papa, c'est ma chance. Ma seule vraie chance de réaliser quelque chose de ma vie. Elias sentit le sol se dérober sous lui, les rythmes confortables de sa vie s'accélérant soudainement au-delà de son contrôle. 3 semaines avaient semblé gérables, assez de temps pour se préparer à l'inévitable. Mais 3 jours. La maison passerait d'habiter à vide en un battement de cœur. Tu as peur, dit Marcus. Et sa voix portait la même douce perspicacité que Sarah avait toujours possédée. Tu as peur que si je pars maintenant, quelque chose arrive à l'arbre, à la mémoire de maman, à la connexion qui nous reste. J'ai peur, admit Elias, que si tu pars maintenant, je perde mon courage. Que je passe les 30 prochaines années à regarder cet arbre et à me demander ce qu'il aurait pu y avoir à l'intérieur, sans jamais trouver la force de regarder. Ils restèrent silencieux tandis que le soleil continuait sa descente, peignant le chêne de nuances d'or et d'ambre. Le mystérieux renflement. À sa base semblait palpiter de sa propre lumière intérieure, comme s'il répondait à leur conversation avec une compréhension patiente. Alors nous le faisons ce soir, dit enfin Marcus. Avant que je ne perde mon courage, avant que tu ne perdes le tien, nous allons là-bas avec une scie et découvrons ce que maman nous a laissé. Elias sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Après 30 ans de mesures minutieuses et de douces spéculations, le moment de vérité semblait soudain et accablant. Et s'il n'y a rien? Et si j'ai parlé à une excroissance vide pendant 3 décennies? Alors nous saurons, dit Marcus simplement. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que savoir vaut mieux que se demander. Et s'il y a quelque chose que nous ne sommes pas préparés à trouver? Et si ta mère? Elias ne put terminer sa pensée, ne put exprimer sa plus profonde peur, que l'ouverture de l'arbre puisse d'une manière ou d'une autre perturber le repos de Sarah ou détruire la dernière connexion tangible qu'il avait avec sa présence. Marcus se leva et tendit la main à son père. Alors nous y ferons face ensemble, comme elle l'aurait voulu. Elias prit la main de son fils et se laissa tirer debout. Ils contournèrent la maison jusqu'à l'abri à outils où Elias gardait ses scies et son équipement de menuiserie. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il choisissait une scie à main propre aux dents fines, du genre utilisé pour les travaux de précision plutôt que pour la coupe grossière. Pas de tronçonneuse, demanda Marcus. Cela mérite du respect, dit Elias en passant son pouce le long du tranchant de la scie. Si ta mère nous a vraiment laissé quelque chose, je ne vais pas le détruire avec un outil électrique. Ils s'approchèrent de l'arbre alors que les dernières lueurs du jour s'estompaient dans le ciel.
Le renflement se trouvait à la base du tronc massif comme un œuf de bois, sa surface lissée. Étrangement chaude au toucher. Elias l'avait touché d'innombrables fois au fil des ans. Mais ce soir, il se sentait différent, comme expectant d'une certaine manière, comme s'il avait attendu ce moment. Où commençons-nous demanda Marcus, sa voix à peine un murmure. Elias s'agenouilla près de la pousse, passant ses mains sur sa surface jusqu'à ce qu'il trouve ce qui semblait être une couture naturelle, un endroit où le grain du bois suggérait une division. Ici, dit-il, positionnant la lame de la scie. S'il y a une ouverture, ce serait ici. La première coupe fut comme un sacrilège. La scie mordit le bois avec une facilité surprenante, comme si l'arbre voulait être ouvert. Des copeaux de bois tombaient en spirale parfaite, libérant une odeur qui rappela puissamment à Elias l'atelier de Sarah au sous-sol, où elle avait passé d'innombrables heures à sculpter de petits animaux et des boîtes décoratives. « Papa, dit soudain Marcus, la voix serrée par l'émotion. Regarde la sûre. » Elias s'arrêta de couper et examina les copeaux de bois. Ils étaient parfaitement formés, presque décoratifs, et ils portaient un léger scintillement qui semblait impossible. Dans le bois naturel. Plus étrangement, il sentait les sachets de lavande que Sarah gardait dans ses tiroirs de commode. Continue, insista Marcus. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur. Elias reprit la coupe, suivant la couture naturelle autour de la circonférence du renflement. Au fur et à mesure que la lame de la scie s'enfonçait, il commença à rencontrer ce qui ressemblait à un matériau différent, quelque chose de plus dur et de plus raffiné que le bois brut. Après 20 minutes de travail minutieux, il sentit la lame percer dans un espace vide. C'est creux, annonça-t-il, la voix remplie d'émerveillement. Il y a définitivement une cavité à l'intérieur. Travaillant ensemble, ils réussirent à fendre le renflement le long de la ligne de coupe. Les deux moitiés tombèrent comme les coquilles d'un œuf de bois, révélant un intérieur soigneusement conçu, doublé de ce qui semblait être du cèdre poli. Niché au centre, enveloppé dans un tissu huilé qui semblait aussi frais que s'il y avait été placé hier, se trouvait une collection d'objets qui firent halter les deux hommes. Une boîte à musique se trouvait au centre de l'arrangement. Son étui en bois sculpté de nœuds celtiques complexes. À côté d'elle reposait un journal relié en cuir avec les initiales de Sarah embossées sur la couverture. Et à côté de cela, brillant au clair de lune, se trouvait une clé en argent ornée attachée à une chaîne. Elle l'a vraiment fait, murmura Marcus. Elle nous a vraiment laissé quelque chose. Elias tendit la main vers la boîte à musique, les mains tremblantes. Au moment où ses doigts touchèrent le bois sculpté, elle commença à jouer une mélodie douce et envoûtante qu'il reconnut comme la berceuse que Sarah avait chantée à Marcus quand il était petit. La même chanson qu'elle avait fredonnée en travaillant dans son atelier au sous-sol, la même mélodie qui avait rempli leur maison d'amour et de réconfort pendant ces années précieuses où leur famille était complète. Tandis que la mélodie remplissait l'air nocturne, les deux hommes sentirent les larmes couler sur leur visage. Ce n'était pas seulement un trésor caché ou une surprise intelligente. C'était la preuve que l'amour pouvait transcender la mort. Que les liens entre les membres de la famille étaient assez forts pour combler le fossé entre les vivants et les disparus. Comment savait-elle, demanda Marcus, la voix étranglée par l'émotion. Comment aurait-elle pu savoir que nous aurions besoin de ça maintenant, 30 ans plus tard? Elias souleva le journal de son emplacement, sentant le poids des pensées et des rêves de sa femme dans ses mains. Parce que c'était ta mère, dit-il simplement. Et les mères savent toujours. La clé en argent attrapa le clair de lune alors qu'Elias l'examinait, sa surface gravée de symboles qu'il ne reconnaissait pas, mais qui lui semblaient étrangement familiers, comme s'il les avait vus dans des rêves ou des histoires à moitié souvenues. Quoi que cette clé ouvre, quels que soient les secrets que le journal contenait, leur vie venait de changer pour toujours. La maison vide ne semblait plus être une fin. Elle semblait être un commencement. Elias n'avait pas du tout dormi. Les 3 objets trouvés dans l'arbre étaient posés sur la table de la cuisine. Comme des artefacts d'un autre monde, captant la première lumière de l'aube à travers la fenêtre. La boîte à musique avait joué sa berceuse 2 fois de plus pendant la nuit avant de se taire. Comme si elle avait délivré son message et se contentait maintenant d'attendre. Le journal était resté fermé. Aucun des 2 hommes n'avait encore trouvé le courage de lire les mots de Sarah. Et la clé en argent reposait à côté d'eux, mystérieuse et pleine de sens.
Marcus émergea de sa chambre d'enfant, portant un sac de voyage et paraissant aussi insomniaque que son père. Ils avaient convenu qu'ils partiraient quand même pour Stanford ce matin-là, mais maintenant tout semblait différent. La découverte avait créé plus de questions que de réponses, et la pensée de la séparation semblait soudain urgente plutôt que naturelle. Nous devrions le lire ensemble, dit Marcus, désignant le journal. Avant que je ne parte. Elias sortit le vieux mètre ruban qu'il avait utilisé pendant 30 ans pour suivre la croissance de l'arbre. Le poids familier de l'outil dans ses mains lui apporta du réconfort, un lien avec la patience méthodique qui les avait menés à ce moment. D'abord, mesurons ce que nous avons trouvé. Ta mère était précise en tout. Si elle nous a laissé ces choses, les mesures comptent. La boîte à musique mesurait exactement 6 pouces de côté. Et 4 pouces de hauteur. Le journal mesurait 8 x 10 pouces, sa couverture en cuir douce avec l'âge, mais parfaitement conservée. La clé en argent mesurait 3 pouces de long, sa tête ornée travaillait dans un motif qui semblait se modifier et changer selon l'angle de vue. Papa, dit Marcus doucement, examinant le mètre ruban lui-même. Regarde ça. Elias suivit le regard de son fils et découvrit de petites encoches gravées dans la bande métallique à intervalles spécifiques, des marques qu'il n'avait jamais remarquées malgré des décennies d'utilisation. Elles étaient minuscules. Presque invisibles à moins de savoir où chercher, mais elles étaient définitivement intentionnelles. Elle a marqué ton mètre ruban, continua Marcus, passant son doigt sur les petites coupures. Maman savait que tu mesurerais tout. Elle comptait dessus. La réalisation parcourut Elias d'un frisson. Sarah avait anticipé ses habitudes, son besoin de précision et de documentation. Elle avait su qu'il aborderait son cadeau avec le même soin méthodique qu'il apportait à tout le reste dans sa vie. Le mètre ruban n'était pas seulement un outil. Il faisait partie de son message. Les encoches correspondent aux années, dit Elias, étudiant le motif. Une marque pour chaque année où elle s'attendait à ce que l'arbre grandisse. Il compta soigneusement, son doigt traçant. Chaque petite coupe, 30 marques. Elle savait exactement combien de temps cela prendrait. Un coup à la porte d'entrée interrompit leur découverte. Elias ouvrit et trouva Madame Chen debout sur le porche, son expression habituellement sereine voilée d'inquiétude. La vieille femme tenait un panier couvert et portait une veste chinoise traditionnelle malgré la chaleur estivale. J'ai senti le changement pendant la nuit, dit-elle sans préambule, entrant dans la maison comme si elle avait été invitée. L'arbre a livré son secret. Elias et Marcus échangèrent un regard. Madame Chen avait vécu sur Elm Creek Road d'aussi loin qu'il s'en souvenait, mais elle avait toujours été une voisine discrète, n'offrant que des commentaires énigmatiques sur l'arbre et sa signification. Vous saviez, dit Marcus, non pas une question. Vous saviez ce qu'il y avait là-dedans. Madame Chen posa son panier sur le comptoir de la cuisine et regarda les objets sur la table avec satisfaction plutôt que surprise. Votre mère est venue me voir avant de mourir. Elle cherchait des conseils sur les anciennes méthodes, les techniques traditionnelles pour préserver ce qui compte le plus. Quelle sorte d'anciennes méthodes? Demanda Elias, sentant une fois de plus le sol se dérober sous sa compréhension. Ma grand-mère était ce que vous pourriez appeler une femme sage, expliqua Madame Chen, s'asseyant sur une des chaises de la cuisine comme si elle y avait sa place. Elle m'a appris les récipients d'âme, comment lier l'amour aux choses vivantes. Afin qu'ils puissent survivre au-delà de la mort. Quand Sarah a demandé de l'aide, j'ai reconnu son désespoir et sa dévotion. Les mots flottaient dans l'air comme la fumée d'une bougie d'autel. Elias avait toujours considéré Madame Chen comme une simple voisine excentrique avec un beau jardin. La possibilité qu'elle soit quelque chose de plus, une gardienne d'un savoir ancien. Une praticienne de tradition plus vieille que la mémoire, recadra tout ce qu'il croyait savoir de sa rue tranquille. Vous l'avez aidé à créer ça, dit Marcus, désignant les objets. Je lui ai enseigné les principes, corrigea Madame Chen. Mais la mise en œuvre était entièrement la sienne. Votre mère avait un don pour travailler le bois, et elle comprenait instinctivement comment tisser l'amour dans la matière physique. Ce qu'elle a créé dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Madame Chen ouvrit son panier et en sortit une collection d'herbes séchées. De petites pierres et ce qui semblait être des pages copiées à la main couvertes de symboles similaires à ceux de la clé en argent. Elle m'a demandé de veiller sur vous deux, de vous guider le moment venu. Ce moment est arrivé.
Elias prit l'une des pages copiées, plissant les yeux sur les caractères inconnus. C'est du chinois? Une partie, mais aussi du celtique, du norrois. Et des symboles de tradition si anciennes qu'elles n'ont pas de nom. Madame Chen arrangea les herbes en petits tas sur la table. Votre femme a fait des recherches approfondies avant de venir me voir. Elle comprenait que l'amour transcende les frontières culturelles, que la magie la plus profonde vient du cœur plutôt que d'une tradition particulière. Marcus ouvrit le journal avec précaution, révélant l'écriture familière de Sarah sur la première page. Mais les mots n'étaient pas en anglais. Ils étaient dans le même mélange de symboles et de scripts qui couvraient les pages de Madame Chen. Elle a appris à écrire à l'ancienne, expliqua Madame Chen. Le journal révélera ses secrets progressivement, à mesure que vous serez prêt à les comprendre. Mais d'abord, vous devez vous préparer. Ce que votre mère a créé exige une participation, pas seulement une observation. Quelle sorte de participation? Demanda Elias, bien qu'il ne fût pas sûr de vouloir connaître la réponse. Madame Chen sourit, et pour la première fois depuis la mort de Sarah, Elias sentit une chaleur qui lui rappela la présence de sa femme. La confiance, l'acceptation est là. Volonté de croire que l'amour est plus fort que la mort. Ce ne sont pas des exigences difficiles pour un homme qui a parlé à un arbre pendant 30 ans. Elle se leva et commença à rassembler ses affaires. Je reviendrai demain soir avec des instructions précises. En attendant, lisez ce que vous pouvez dans le journal. Écoutez la boîte à musique et gardez la clé avec vous toujours. Le cadeau de votre femme ne fait que commencer à se dévoiler. Après le départ de Madame Chen, Elias et Marcus restèrent dans un silence stupéfait. Ce matin d'été ordinaire était devenu tout autre chose, un seuil entre le monde qu'ils avaient connu et des possibilités qu'ils n'avaient jamais imaginées. Je devrais rester, dit soudain Marcus. Stanford peut attendre. C'est plus important. Elias secoua la tête, bien que l'offre le tentât plus qu'il ne voulait l'admettre. Ta mère a passé 30 ans à planifier ça. Elle ne voudrait pas que tu retardes tes études à cause de ça. D'ailleurs, il souleva le maître ruban, sentant son poids familier. Si elle a pu planifier cela avec autant de précision, elle savait probablement exactement quand. Tu devais partir aussi. Ils s'embrassèrent alors, père et fils, unis par le mystère et l'amour, par la compréhension grandissante que Sarah Ward avait été bien plus complexe et capable qu'aucun d'eux ne l'avait jamais réalisé. Le maître ruban resta dans les mains d'Elias, tandis que Marcus s'éloignait en voiture, un outil transformé en talisman, preuve que la patience et la dévotion pouvaient être récompensées de manière au-delà de l'imagination. Marcus partit et la maison s'installant dans un silence inconnu, Elias se retrouva attiré vers le sous-sol pour la première fois depuis des années. Les marches en bois craquèrent sous son poids alors qu'il descendait dans l'espace qui avait autrefois été l'atelier de Sarah. Des particules de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi, filtrant à travers de petites fenêtres, et l'air portait encore la faible odeur de copeaux de bois et de vernis. Son établi se tenait exactement comme elle l'avait laissé il y a 30 ans. Des outils arrangés avec la précision des instruments d'un chirurgien. Des ciseaux, des gouges et des couteaux de sculpture reposaient dans des tiroirs doublés de feutre, leur tranchant toujours affûtés malgré des décennies de négligence. Une sculpture de moineau à moitié finie était posée sur l'établi, figée en plein vol, attendant des mains qui ne reviendraient jamais pour la terminer. Mais c'était l'oiseau en bois sculpté sur le rebord de la fenêtre de la cuisine qui l'avait attiré ici, un cadeau que Sarah lui avait offert pendant ces dernières semaines. Maintenant, en examinant ses outils et en comprenant l'habileté requise pour créer un travail aussi délicat, Elias réalisa qu'il avait sous-estimé l'art de sa femme. L'oiseau n'était pas seulement un joli ornement. C'était un chef-d'œuvre de sculpture miniature, chaque plume individuellement définie, chaque courbe fluide d'une grâce naturelle. Il remonta à l'étage et récupéra l'oiseau de son perchoir. Près de la fenêtre. Sous la meilleure lumière de l'atelier, il put voir des détails qu'il n'avait jamais remarqués. De minuscules symboles gravés dans la base, si petits qu'ils étaient presque invisibles. Les mêmes symboles qui apparaissaient sur la clé en argent et sur les pages copiées de Madame Chen. Elle se préparait à cela bien avant de tomber malade, murmura Elias, tournant l'oiseau dans ses mains. Les symboles semblaient palpiter de leur propre lumière intérieure. Ou peut-être n'était-ce que son imagination qui s'emballait après les révélations de la nuit précédente.
Le journal de Sarah était ouvert sur l'établi où il l'avait apporté pour l'étudier sous une meilleure lumière. Les premières pages étaient écrites en anglais, documentant ses recherches sur ce qu'elle appelait les arts de la conservation. Son écriture était soignée et méthodique, le travail de quelqu'un qui comprenait qu'elle enregistrait quelque chose de précieux. Les anciennes voix nous enseignent que l'amour est une forme d'énergie, avait-elle écrit. Il ne peut être ni créé ni détruit, seulement transformé d'un état à un autre. Si je peux apprendre à canaliser cette énergie dans quelque chose de durable, quelque chose qui perdurera au-delà de ma présence physique, alors je ne les aurais pas vraiment quittés du tout. Les pages suivantes retraçaient son parcours, d'épouse et de mère désespérée à étudiante en traditions anciennes. Elle avait trouvé Madame Chen grâce à une relation à la bibliothèque locale, une bibliothécaire spécialisée dans le folklore et connaissant l'histoire de la famille de la vieille femme. Ce qui avait commencé comme une conversation informelle sur les techniques de travail du bois asiatique avait évolué vers quelque chose de bien plus profond. La grand-mère de Madame Chen a été formée dans l'ancien pays, avait écrit Sarah. Elle portait un savoir que la plupart des gens avaient oublié: comment lier l'intention à la matière, comment créer des objets qui servent de pont entre les mondes. Elle était réticente à m'enseigner au début, craignant que je ne sois motivé par le chagrin plutôt que par la compréhension, mais quand je lui ai montré mes sculptures, quand elle a vu que je possédais déjà les compétences nécessaires, elle a accepté de me guider. L'oiseau en bois semblait chaud dans les mains d'Elias alors qu'il lisait, comme s'il répondait à son toucher par une sorte de conscience intérieure. Il le posa délicatement sur l'établi et continua à lire, découvrant page après page de notes méticuleuses sur des techniques qui semblaient mêler l'artisanat à quelque chose d'approchant la magie. Sarah avait passé des mois à apprendre à sculpter des symboles spécifiques, à choisir le bois en fonction de ses propriétés spirituelles plutôt que de son grain et de sa maniabilité. Elle avait pratiqué des techniques de méditation conçues pour concentrer ses intentions pendant le travail, pour imprégner chaque projet de but et d'amour. L'oiseau avait été sa première tentative réussie de créer ce que Madame Chen appelait une encre d'âme. Un objet capable de contenir et de transmettre de l'énergie émotionnelle à travers le temps. L'arbre était déjà ancien quand nous avons acheté cette propriété, avait écrit Sarah. Madame Chen a expliqué que de tels arbres servent souvent de conduit naturel pour l'énergie spirituelle. Si je pouvais créer un récipient approprié et convaincre l'arbre de l'accepter, je pourrais être capable de préserver quelque chose d'essentiel pour qu'Elias et Marcus le trouvent quand ils seraient prêts. Les pages suivantes détaillaient son travail sur la capsule elle-même. La sélection minutieuse du cèdre pour ses propriétés de conservation et du chêne pour son lien symbolique avec la force et l'endurance. Elle avait sculpté l'intérieur à la main, travaillant dans l'atelier du sous-sol aux premières heures du matin, lorsque les analgésiques la maintenaient éveillée, mais qu'Elias et Marcus dormaient encore. La boîte à musique était la pièce la plus difficile, avait-elle écrit. Le mécanisme devait être modifié pour répondre au toucher plutôt qu'à l'enroulement, et la chanson, la berceuse de Marcus, devait être encodée dans le métal de manière à préserver sa résonance émotionnelle. Madame Chen m'a présenté un horloger qui comprenait les anciennes méthodes, et ensemble nous avons créé quelque chose qui devrait jouer pendant des décennies sans défaillance mécanique. Elias toucha de nouveau l'oiseau sculpté, comprenant maintenant que c'était une pratique pour quelque chose de bien plus ambitieux. Chaque outil dans l'atelier de Sarah, chaque projet inachevé avait été une préparation pour son chef-d'œuvre final. Elle s'était transformée de simple amatrice en artisane, voire en une sorte de magicienne populaire, tout au service de l'amour et de la famille. Les dernières pages du journal devinrent plus mystiques, documentant des rituels et des pratiques qui semblaient appartenir davantage à la fantaisie qu'à la réalité. Sarah décrivit des cérémonies exécutées sous des phases de lune spécifiques, la préparation d'huile et d'herbes conçues pour améliorer la connexion spirituelle, et des pratiques méditatives qui lui permettaient de percevoir ce qu'elle appelait la volonté de l'arbre à participer. Le chêne a accepté ma proposition, avait-elle écrit dans une entrée datée de seulement 2 semaines avant sa mort. La nuit dernière, pendant la cérémonie de la pleine lune, j'ai senti sa conscience ancestrale reconnaître la mienne. Il comprend ce que je demande, et il est prêt à servir de gardien et de protecteur. Le réceptacle est prêt. Le contenu est préparé, et le rituel de liaison est prévu pour demain soir. La dernière entrée en anglais était brève, mais profonde. Si tu lis ceci, mon mari bien-aimé, alors la magie a fonctionné exactement comme prévu.
L'arbre a tenu sa promesse, et tu as trouvé le courage de regarder au-delà de la surface des choses. Fais confiance à ce qui va suivre. Fais confiance aux conseils de Madame Chen, et surtout, fais confiance à l'amour qui nous a réunis et ne nous séparera jamais vraiment. Les pages qui suivaient étaient écrites dans le script symbolique que Madame Chen lui avait enseigné, inintelligible pour Elias, mais étrangement familière, comme si le sens existait juste au-delà des limites de sa compréhension. Il referma soigneusement le journal, submergé par la révélation des profondeurs cachées et des préparations secrètes de sa femme. Sarah était morte non pas comme une victime de la maladie, mais comme une femme qui avait pris le contrôle de ses dernières semaines, qui avait transformé sa mort approchante en une opportunité d'amour transcendant. L'oiseau sculpté semblait l'observer de sa place sur l'établi, un petit gardien contenant plus de sagesse et de dévotion qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Demain soir, Madame Chen reviendrait avec des instructions pour la prochaine phase du cadeau de Sarah. Mais cette nuit, Elias s'assoirait avec les outils et les artefacts de la transformation de sa femme, s'émerveillant de la femme qu'il pensait connaître parfaitement, mais qu'il avait surpris une dernière fois par la profondeur de son amour et la puissance de sa détermination. L'appel téléphonique de Marcus arriva à 7 heures du matin, sa voix serrée par l'excitation et la confusion. « Papa, tu dois voir ce que j'ai trouvé à la bibliothèque universitaire. La professeure Brightwater m'a fait faire des recherches sur le folklore celtique pour mon projet d'orientation, et j'ai découvert quelque chose sur notre famille. » Elias cala le téléphone contre son épaule tout en versant du café, le journal de Sarah ouvert sur la table de la cuisine à côté de lui. Il avait passé la nuit à essayer de déchiffrer le script symbolique, faisant de petits progrès avec l'aide des pages copiées de Madame Chen. Quel genre de quelque chose? Marcus expliqua qu'il avait trouvé des registres généalogiques, des documents d'immigration et même des transcriptions d'entretien des années 1920. Papa, l'arrière-arrière-grand-mère de Sarah, n'était pas seulement irlandaise. Elle était ce qu'on appelait une astérisque binféasa astérisque, une femme sage qui pratiquait la guérison traditionnelle et la magie populaire. Il y a des récits documentés de son travail dans le comté de Cork avant qu'elle n'immigre. La cafetière trembla dans les mains d'Elias. Comment est-ce possible? Sarah n'a jamais rien mentionné de tradition familiale. Peut-être qu'elle ne savait pas, ou peut-être qu'elle nous protégeait de quelque chose qu'elle pensait que nous ne comprendrions pas. Mais il y a plus. La voix de Marcus tomba dans un chuchotement excité. La professeure Brightwater est spécialisée dans les traditions celtiques qui ont survécu à l'immigration en Amérique. Elle dit qu'il y a des familles partout en Nouvelle-Angleterre qui ont maintenu les anciennes pratiques en secret, transmettant le savoir de mère en fille pendant des générations. Elias s'enfonça dans sa chaise, fixant le journal d'art caché de Sarah étalé devant lui. Les symboles qui avaient semblé si mystérieux lui semblèrent soudain familiers, comme s'ils faisaient partie d'un héritage qu'il n'avait jamais su posséder. Ta mère a dû découvrir cela d'une manière ou d'une autre pendant ses recherches. Les transcriptions des entretiens mentionnent quelque chose appelé le astérisque Seoldria astérisque, la graine magique. C'était une technique pour préserver l'essence spirituelle dans le bois vivant, généralement des chênes, qui étaient déjà considérés comme sacrés. Papa, et si ce n'était pas seulement l'amour de maman pour nous? Et si elle suivait une tradition familiale qui remonte à des centaines d'années? Après avoir mis fin à l'appel, Elias se retira dans l'atelier de Sarah avec un nouveau but. La nuit précédente, il avait découvert un compartiment caché dans son établi, scellé derrière un panneau qui nécessitait une pression précise sur 2 symboles sculptés pour s'ouvrir. À l'intérieur, il avait trouvé d'autres journaux, plus anciens, écrits par différentes mains, mais portant le même mélange de notes de menuiserie pratique et d'instructions mystiques. Le plus ancien journal était relié en cuir craquelé et écrit dans ce qui semblait être du gaélique avec des traductions anglaises occasionnelles de la main soignée de Sarah. La première entrée qu'elle avait traduite disait: « Ma grand-mère dans l'ancien pays m'a appris que les arbres se souviennent de tout, chaque tempête qu'ils traversent, chaque saison qu'ils endurent, chaque main humaine qui les touche avec révérence. Une femme habile peut apprendre à un arbre à se souvenir de l'amour lui-même, à le garder en sécurité jusqu'à ce que le moment vienne de le partager. » Page après page révélait une tradition de femmes qui avaient appris à travailler avec ce qu'elles appelaient les esprits coopératifs, la conscience que les arbres anciens étaient censés posséder. Elles créaient des réceptacles d'âme non par la force ou la manipulation,
mais par une négociation patiente avec la sagesse et la volonté d'aider de l'arbre. Le chêne doit choisir de participer, avait traduit Saradin. Passage particulièrement complexe. Une femme ne peut pas contraindre un arbre à contenir son essence. Elle ne peut que demander et offrir quelque chose de valeur en retour. Habituellement, cela signifie prendre soin de l'arbre tout au long de sa vie, lui parler régulièrement et assurer sa santé et sa protection. Elias pensa à ses 30 ans de conversation quotidienne avec le chêne, à ses mesures et à sa surveillance attentive de sa santé. Sarah avait-elle en quelque sorte arrangé les choses pour qu'il remplisse les exigences traditionnelles sans comprendre ce qu'il faisait? Sa dévotion envers l'arbre faisait-elle partie de son plan plus vaste depuis le tout début? Un autre journal écrit d'une main plus récente contenait ce qui semblait être les notes de la mère de Sarah sur leur héritage familial. Ma fille ne montre aucun intérêt pour les anciennes méthodes, avait-elle écrit. Elle préfère ses livres et son art aux traditions qui ont maintenu notre famille forte à travers des siècles de difficultés. C'est peut-être mieux ainsi. Le monde moderne a peu de patience pour les femmes qui parlent aux arbres et travaillent de leurs mains pour créer du sens à partir du bois et de la pierre. Mais Sarah avait été intéressée, réalisa Elias. Elle avait simplement caché cet intérêt si bien que même sa propre mère ne l'avait pas reconnu. L'atelier du sous-sol, son amour pour la sculpture, sa compréhension intuitive du bois et de ses propriétés, tout cela avait été une préparation pour le moment où elle aurait besoin de puiser dans son savoir ancestral pour préserver ce qui comptait le plus. Il trouva croquis après croquis du chêne dans ses journaux, dessinés sous tous les anglais en toute saison. Elle documentait ses schémas de croissance, la texture de son écorce, la façon dont la lumière du soleil filtrait à travers ses feuilles à différents moments de la journée. Mais plus que de simples observations, ces dessins montraient une relation en développement entre l'artiste et son sujet, une compréhension croissante de la personnalité et des préférences de l'arbre. Le chêne est ancien au-delà de ma capacité à mesurer, avait-elle écrit. Il a traversé des tempêtes qui auraient détruit des arbres moindres, et il porte une sagesse qui ne vient que de siècles d'endurance patiente. Quand je l'approche avec un respect approprié et un besoin sincère, je peux sentir sa volonté d'aider. Il comprend la souffrance et la perte parce qu'il les a vécues plusieurs fois. Il comprend aussi l'amour qui transcende les vies individuelles. Le dernier journal du compartiment secret était entièrement de la main de Sarah, écrit pendant les derniers mois de sa vie. Ces pages étaient différentes de ses précédentes notes de recherche, plus personnelles, plus urgentes, remplies de l'amour désespéré d'une mère qui savait qu'elle manquait de temps. Elias ne croit pas en la magie, et je ne lui en ai jamais donné l'occasion, avait-elle écrit. Il voit mon travail du bois comme un agréable passe-temps, mes conversations avec l'arbre comme une excentricité inoffensive. Mais si je fais cela correctement, si je peux canaliser tout ce que j'ai appris des journaux de famille et de l'enseignement de Madame Chêne, je peux leur laisser quelque chose qui les aidera à comprendre la véritable profondeur du pouvoir de l'amour. Page après page détaillait ses préparations, la sélection minutieuse des matériaux, le timing des rituels selon les phases de la lune et les changements saisonniers. Elle avait travaillé avec une précision scientifique pour créer quelque chose qui transcendait la science, utilisant des techniques traditionnelles raffinées sur des générations pour atteindre un objectif que la plupart des gens considéreraient impossible. La pierre de bénédiction était celle de ma grand-mère, avait-elle écrit dans l'une des dernières entrées. Je l'ai trouvée dans la boîte à bijoux de ma mère après sa mort, enveloppée dans de la soie et accompagnée d'une note que je ne pouvais pas lire avant que Madame Chêne ne m'enseigne l'ancien script. Elle porte les bénédictions accumulées de cette génération de femmes qui ont utilisé leurs mains et leur cœur pour préserver l'amour au-delà de la mort. Ce soir, j'ajoute ma propre bénédiction à son pouvoir. Elias posa le journal et monta les escaliers pour fouiller la boîte à bijoux de Sarah, chose qu'il avait évité de toucher depuis sa mort. Enfoui sous des bijoux de fantaisie et des boucles d'oreilles oubliées, il trouva une petite pierre enveloppée dans de la soie fanée. Au moment où ses doigts la touchèrent, il ressentit une chaleur qui semblait venir de la pierre elle-même, et il comprit qu'il tenait quelque chose de bien plus ancien et significatif qu'il ne l'avait jamais imaginé. La pierre était gravée des mêmes symboles qui apparaissaient dans les journaux de Sarah, mais ces marques étaient lisses, usées par d'innombrables mains qui l'avaient tenue avant les siennes. Cette génération de femmes, avait dit Marcus. Cette génération de mères et de filles qui avaient préservé l'amour par le savoir, l'habileté et une foi inébranlable dans le pouvoir de la connexion qui transcende la mort. Sarah n'avait pas
Seulement créer une belle surprise cachée dans un arbre. Elle avait accompli une destinée familiale qui remontait à des siècles de tradition, utilisant des dons transmis de génération en génération. Pour s'assurer que l'amour puisse survivre même à la séparation ultime. La docteure Eleanor Brightwater arriva sur Elm Creek Road dans une Volvo vintage, chargée de textes universitaires et affichant tous les attributs du professeur d'université. Elle était plus jeune qu'Elias ne l'avait imaginé d'après la description de Marcus, peut-être 50 ans, avec des cheveux prématurément argentés et le genre de curiosité intense qui suggérait une vie passée à poursuivre le savoir dans des recoins insolites. Votre fils a provoqué un certain émoi dans notre département, dit-elle en guise d'introduction. Acceptant l'offre de café d'Elias et s'installant à la table de la cuisine où les artefacts de Sarah étaient disposés comme des pièces de musée. En 30 ans d'études du folklore celtique. Je n'ai jamais rencontré une documentation aussi complète de pratiques traditionnelles survivant dans une famille américaine. Madame Chen était arrivée 1 heure plus tôt, apportant davantage d'herbe et ce qu'elle appelait des implements cérémoniels appropriés, de petites cloches, des pierres polies et une collection de bougies faites de cire d'abeille et d'herbes aromatiques. La vieille femme se déplaçait dans la cuisine avec une efficacité tranquille, préparant ce qu'elle décrivait comme un environnement propice à la compréhension. La pierre de bénédiction à elle seule est extraordinaire, continua la docteure Brightwater, examinant la pierre sculptée avec une révérence évidente. Ces symboles représentent une forme d'écriture ogamique qui précède la plupart des langues celtiques écrites. La famille de votre femme portait un savoir que les milieux universitaires croyaient perdu à jamais. Elias se sentit submergé par la convergence de l'expertise savante et de la tradition mystique dans sa modeste cuisine. 2 jours plus tôt, sa plus grande préoccupation était de réparer l'évier de la salle de bain des Peterson. Maintenant, il accueillait ce qui semblait être une consultation entre un professeur d'université et une praticienne de magie populaire, le tout centré autour d'artefacts que sa femme avait cachés dans un arbre. Madame Chen me dit que Sarah l'a approché pour obtenir des conseils, dit la docteure Brightwater, cela suggère qu'elle a découvert son héritage par la recherche plutôt que par la transmission familiale. Savez-vous ce qui a déclenché cette découverte? Marcus a trouvé des registres généalogiques à Stanford, répondit Elias. Mais je pense que Sarah savait que quelque chose était différent dans sa famille bien avant de tomber malade. Elle avait toujours une compréhension intuitive du bois, de la façon de travailler avec lui d'une manière qui semblait presque surnaturelle. Madame Chen hocha la tête avec approbation. Le don se manifeste souvent avant la connaissance. Votre femme possédait les mains d'une artisane traditionnelle et le cœur de quelqu'un appelé à préserver ce qui compte le plus. Quand elle est venue me voir, désespérée de trouver un moyen de rester présente pour sa famille après la mort, j'ai reconnu à la fois le don et l'appel. La docteure Brightwater ouvrit. L'un de ses ouvrages a une page remplie de photographies de pierres sculptées et d'artefacts en bois. Ce que votre femme a accompli représente une synthèse presque parfaite des traditions celtiques. Des vaisseaux d'âme et des techniques asiatiques de liaison d'énergie. Le cadre théorique seul aurait dû prendre des années à maîtriser, mais elle l'a fait en quelques mois. L'amour procure sa propre accélération, dit simplement Madame Chen. Quand quelqu'un est motivé par une dévotion absolue plutôt que par une simple curiosité, l'apprentissage se produit à une vitesse extraordinaire. Elias prit la clé en argent, toujours chaude malgré l'air frais du matin. Cette clé, qu'est-ce qu'elle ouvre? Le journal de Sarah la mentionne, mais pas spécifiquement. La docteure Brightwater examina la clé avec une fascination évidente. L'artisanat est exceptionnel. Elle a été forgée avec des symboles combinant des nœuds de liaison celtique avec ce qui semblait être des caractères chinois pour la protection et la connexion éternelle. Mais quant à ce qu'elle ouvre, elle regarda Madame Chen avec attente. Cela dépend de votre volonté de faire confiance à ce qui ne peut être prouvé, répondit Madame Chen. Votre femme a créé une série de récipients connectés, chacun conçu pour révéler ses secrets lorsque vous êtes émotionnellement prêt à les recevoir. La clé n'ouvre pas un verrou physique, mais des barrières au sein de votre propre compréhension. La docteure Brightwater se pencha en avant, son excitation académique à peine contenue. Dans la pratique celtique traditionnelle, des clés comme celle-ci étaient utilisées dans ce que les chercheurs appellent la révélation progressive, un processus où la connaissance magique se dévoile graduellement pour éviter de submerger le récipient.
Votre femme a compris que tout découvrir d'un coup pourrait être trop pour vous et Marcus à assimiler. Donc, il y a d'autres choses. Cachées ? Demanda Elias, bien qu'une partie de lui connaissait déjà la réponse. Madame Chen sourit mystérieusement. Votre femme était minutieuse dans sa planification. Le vaisseau de l'arbre n'était que le début, un moyen de prouver que l'amour pouvait transcender la mort et vous préparer à des mystères plus profonds. Mais d'abord, vous devez démontrer votre engagement envers la compréhension plutôt que la simple collecte d'objets magiques. Quel genre d'engagement ? La voix d'Elias portait un mélange d'empressement et d'appréhension. La clé vous guidera. Expliqua la docteure Brightwater, consultant ses notes. Dans la tradition celtique, des clés comme celle-ci deviennent chaudes lorsqu'elles sont dirigées vers des objets ou des lieux qui contiennent une magie liée. Votre femme a essentiellement créé une chasse au trésor conçue pour vous enseigner votre héritage commun tout en révélant ses dons progressivement. Elias se leva et fit le tour de la cuisine, tenant la clé et prêtant attention à sa température. Près de la porte du sous-sol, elle devint nettement plus chaude. Elle a caché quelque chose d'autre dans son atelier. Ou l'atelier lui-même est significatif, suggéra Madame Chen. Les artisanes traditionnelles consacraient souvent leurs espaces de travail, les transformant en points focaux pour l'énergie spirituelle. Ils descendirent ensemble au sous-sol, la clé devenant de plus en plus chaude à chaque pas. Dans l'atelier de Sarah, elle devint presque brûlante au toucher près d'une section du mur qu'Elias avait toujours supposé solide. La docteure Brightwater passa ses mains sur le lambris en bois, pressant et sondant jusqu'à ce qu'elle trouve une section qui cédait légèrement sous la pression. « Pression ici, dit-elle. Il y a un panneau caché. » Travaillant ensemble, ils découvrirent un compartiment dissimulé derrière le râtelier à outils de Sarah. À l'intérieur, enveloppé dans le même tissu huilé qui avait protégé le vaisseau de l'arbre, ils trouvèrent une autre collection d'objets, une seconde boîte à musique, plus petite, un ensemble de tablettes de bois couvertes de symboles sculptés, et une petite fiole de verre remplie de ce qui semblait être de la sève d'arbre qui brillait de sa propre lumière intérieure. Phase 2, dit Madame Chen avec satisfaction. Le programme d'éducation de votre femme continue. La seconde boîte à musique jouait une mélodie différente quand Elias la toucha. Non pas la berceuse du vaisseau de l'arbre, mais une pièce complexe qui semblait combiner plusieurs chants traditionnels. La docteure Brightwater reconnut des éléments de chansons folkloriques irlandaises entrelacés avec ce qui ressemblait à de la musique cérémonielle chinoise. Elle vous enseigne la synthèse, expliqua la professeure, comment différentes traditions peuvent être combinées pour créer quelque chose de plus fort que l'une ou l'autre ne pourrait réaliser seule. Cette mélodie représente la fusion de son héritage celtique avec la sagesse asiatique de Madame Chen. Les tablettes de bois étaient couvertes de symboles qu'Elias reconnaissait maintenant comme le même script que dans les journaux avancés de Sarah. Mais ces sculptures étaient plus élaborées, plus détaillées, suggérant des instructions plutôt qu'une simple documentation. Ce sont des tablettes d'enseignement, dit Madame Chen, passant ses doigts sur les symboles sculptés. Des outils d'enseignement traditionnels utilisés pour transmettre des connaissances complexes de maître à élève. Votre femme a créé un cours d'études conçu spécifiquement pour vous et Marcus. La sève d'arbre lumineuse était peut-être la découverte la plus mystérieuse. La fiole semblait chaude dans les mains d'Elias, et le liquide à l'intérieur semblait palpiter de son propre battement de cœur. La docteure Brightwater n'avait jamais rien vu de tel, mais Madame Chen hocha la tête comme si elle s'y attendait. Essence de la liaison originale, expliqua-t-elle. Sève recueillie du chêne pendant le rituel qui a créé le vaisseau de l'arbre. Ceci représente le moment réel où l'amour de votre femme est devenu une partie de la structure vivante de l'arbre. Qu'est-ce que je suis censé en faire ? Demanda Elias. Cela deviendra clair à mesure que vous étudierez les tablettes d'enseignement, répondit Madame Chen. Mais d'abord, vous devez appeler Marcus. Cette phase du cadeau de votre femme exige la participation du père et du fils. Alors qu'il remontait à la cuisine, Elias sentit le poids de la révélation s'installer autour de lui comme un manteau. Sarah ne leur avait pas seulement laissé une belle surprise. Elle avait créé tout un programme conçu pour transformer leur compréhension de l'amour, de la famille et des liens qui unissent les gens à travers le temps et l'espace. La clé d'argent avait révélé son premier secret, mais Elias soupçonnait qu'elle en déverrouillerait beaucoup d'autres avant que le cadeau de Sarah ne soit entièrement révélé.
Sa femme était morte il y a 30 ans. Mais son enseignement ne faisait que commencer. La docteure Brightwater rassembla ses livres avec une réticence évidente. Je reviendrai demain avec plus de matériel de recherche. Ce que votre femme a accompli ici mérite une documentation appropriée, et l'histoire de votre famille pourrait révolutionner la compréhension académique de la façon dont les pratiques traditionnelles ont survécu à l'immigration et à la modernisation. Après le départ du professeur, Madame Chen commença à ranger ses fournitures cérémonielles avec la même efficacité tranquille qu'elle avait montrée en les arrangeant. Appelez votre fils ce soir, conseilla-t-elle. Dites-lui de revenir ce week-end si possible. La prochaine phase vous concerne tous les deux et ne peut plus attendre. Pourquoi pas? Demanda Elias. Madame Chen s'arrêta à la porte, son expression sérieuse. Parce que l'essence de votre femme est toujours liée à l'arbre, et cette liaison nécessite un renouvellement régulier par la participation de ceux qu'elle est morte pour protéger. Si vous attendez trop longtemps entre les phases, la connexion s'affaiblit. L'amour transcende la mort. Mais il a besoin de cœurs vivants pour lui donner sa force. Elias se tenait dans sa cuisine, entouré d'artefacts impossibles et de l'odeur persistante des herbes cérémonielles. Il comprit que sa vie tranquille avait été transformée de façon permanente. L'amour de Sarah avait en effet transcendé la mort, mais accepter ce cadeau signifiait embrasser un monde bien plus étrange et merveilleux qu'il n'avait jamais imaginé possible. Marcus arriva vendredi soir, son excitation académique palpable alors qu'il franchissait la porte d'entrée, un sac d'ordinateur portable et une boîte de documents photocopiés à la main. « Papa, tu ne croiras jamais ce que la professeure Brightwater et moi avons découvert. Notre histoire familiale remonte plus loin que nous le pensions. Et il y a quelque chose à propos de la propriété, quelque chose que Sarah savait et qu'elle ne nous a jamais dit. » Elias avait passé la semaine à étudier les tablettes d'enseignement sous la direction de Madame Chen, apprenant lentement à lire l'écriture symbolique que Sarah avait maîtrisée dans ces derniers mois. Le processus était méditatif, presque hypnotique, et il avait commencé à comprendre pourquoi le savoir traditionnel était conservé sous ce format. Les symboles ne transmettaient pas seulement des informations. Ils exigeaient une contemplation, forçant le lecteur à internaliser les concepts plutôt qu'à simplement mémoriser des faits. Les registres fonciers remontent à 1847, poursuivit Marcus, étalant des documents sur la table de la cuisine. Cette propriété faisait à l'origine partie d'une parcelle de 200 acres achetée par des immigrants irlandais, dont l'arrière-arrière-grand-mère de Sarah, Bridget O'Sullivan. Mais voici la partie incroyable. Ils n'ont pas acheté cette terre au hasard. Ils suivaient des instructions. Marcus sortit une lettre photocopiée écrite à l'encre pâlie, le papier jauni par l'âge. C'est de Bridget à sa sœur restée dans le comté de Cork, daté de 1848. Écoute ça, nous avons trouvé l'endroit que les esprits de l'arbre nous ont dit de chercher. Le grand chêne se dresse exactement comme décrit dans les visions de grand-mère, et la terre sous lui vibre de l'ancien pouvoir. Le voyage fut difficile, mais nous sommes arrivés là où nous devions être. Elias sentit sa compréhension de l'heure. Histoire familiale changée une fois de plus. Ils sont venus ici spécifiquement à cause de l'arbre. Pas seulement à cause de lui, mais parce qu'ils y ont été appelés. Marcus ouvrit son ordinateur portable et montra à son père une carte numérisée des concessions de terres originales. Regarde les bornes d'arpentage. Les lignes de propriété originales ont été tracées pour centrer sur le chêne. Ce n'étaient pas des colons aléatoires. Ils menaient une mission spécifique. La docteure Brightwater avait fourni un contexte supplémentaire tiré de ses recherches sur les schémas d'immigration celtique. Certaines familles, en particulier celles qui maintenaient des pratiques traditionnelles, avaient été guidées par ce qu'elles appelaient des rêves spirituels vers des lieux spécifiques du Nouveau Monde. Il ne s'agissait pas de réinstallations aléatoires, mais de relocalisations soigneusement planifiées conçues pour préserver et poursuivre des traditions anciennes dans des lieux où l'ancienne magie pouvait prendre racine. L'arbre était déjà sacré quand ils sont arrivés, expliqua Marcus, montrant à son père des photographies d'arbres similaires en Irlande et en Écosse. Ces chênes massifs étaient considérés comme des demeures d'esprit, des points focaux naturels pour ce que les traditions celtiques appelaient des lieux minces, des endroits où la barrière entre les mondes physiques et spirituels était perméable. Madame Chen,
qui écoutait tranquillement depuis sa chaise près de la fenêtre, hocha la tête avec approbation. Votre femme le comprenait instinctivement. Quand elle a choisi cette propriété, elle n'achetait pas seulement une maison. Elle retournait à un endroit qui avait été préparé pour sa famille à travers les générations. Elias repensa au jour où lui et Sarah avaient vu la propriété pour la première fois, à la façon dont elle avait insisté pour qu'il l'achète, malgré l'effort financier que cela représentait. Elle était restée sous le chêne pendant près d'une heure, ses mains pressées contre son écorce, affirmant qu'elle pouvait sentir son histoire d'une manière qui lui avait semblé poétique, mais pas littéralement vraie. Il y a plus, dit Marcus, sortant une chemise cartonnée marquée de sceaux gouvernementaux officiels. La professeure Brightwater a des liens avec les Archives nationales. Elle a demandé le dossier complet de cette propriété, y compris des documents qui sont généralement restreints. Le dossier contenait des relevés géologiques, des documents de traités amérindiens et des évaluations historiques qui brossaient un tableau de la Terre s'étendant bien au-delà de la colonisation européenne. Le chêne avait été sacré pour les tribus locales. Pendant des siècles avant l'arrivée des immigrants irlandais, considéré comme un arbre gardien qui protégeait la région environnante des esprits maléfiques. Les registres tribaux l'appellent le grand-père chêne, lut Marcus dans un document traduit. Il croyait qu'il détenait la sagesse accumulée de chaque génération qui avait vécu sous sa protection. Lorsque les familles irlandaises sont arrivées et ont expliqué leurs propres traditions autour des arbres sacrés, les anciens tribaux l'ont vu comme une confirmation que le pouvoir de l'arbre transcendait les frontières culturelles. Un traité signé en 1846 avait formellement transféré la tutelle de l'arbre des chamans tribaux aux familles irlandaises, avec l'entente que les deux groupes continueraient d'honorer sa signification spirituelle. Le document fut attesté par des représentants de 3 tribus et signé avec des symboles qu'Elias reconnaissait maintenant comme similaires à ceux des tablettes d'enseignement de Sarah. Votre femme n'a pas découvert cette histoire, dit doucement Madame Chêne. Elle est née en la connaissant, portant la mémoire dans ses os, de la manière dont le savoir traditionnel est toujours préservé. Quand elle est tombée malade et a réalisé qu'elle pourrait ne pas vivre pour transmettre ce savoir directement à Marcus, elle a trouvé d'autres moyens d'assurer la continuation de la responsabilité sacrée de sa famille. Les implications étaient stupéfiantes. Sarah n'avait pas seulement caché des artefacts dans un arbre, elle avait rempli une obligation héréditaire qui remontait à des générations de femmes qui avaient servi de gardiennes de la sagesse ancienne. Le vaisseau de l'arbre, les tablettes d'enseignement, le programme d'éducation continue qu'elle avait conçu, tout cela faisait partie d'une tradition qui précédait l'histoire écrite. Mais il y a autre chose, dit Marcus, sa voix baissant en un chuchotement excité. Quelque chose qui change tout ce que nous pensions savoir sur la mort de maman. Il sortit un dossier médical que la docteure Brightwater avait en quelque sorte obtenu grâce à ses relations académiques. Les dossiers d'hôpital de Sarah, les notes de traitement et le rapport d'autopsie, des documents qu'Elias n'avait jamais vus parce qu'il avait été trop dévasté pour les demander. Papa. Regarde la chronologie. Le cancer de maman a été diagnostiqué en février, mais selon ses dossiers, ses symptômes ont commencé en octobre précédent. Elle savait qu'elle était malade des mois avant de nous le dire. Elias sentit la pièce tourner autour de lui. C'est impossible. Elle me l'aurait dit. Pas si elle utilisait ce temps pour se préparer, dit doucement Madame Chêne. Les femmes traditionnelles cachent souvent leur maladie jusqu'à ce que leur préparatif spirituel soit terminé. Votre femme a passé ces mois à apprendre tout ce qu'elle devait savoir. Créant tout ce qu'elle devait créer, s'assurant que sa mort servirait un but plus grand qu'une simple perte. Les dossiers médicaux montraient un schéma de rendez-vous manqué, de traitement retardé et ce que les médecins avaient noté comme une non-observance des thérapies recommandées par la patiente. Mais vu à travers le prisme des activités secrètes de Sarah, ces retards prenaient un sens différent. Elle avait géré sa maladie pour gagner du temps pour son véritable travail, la préservation de l'amour et de la tradition par des méthodes que la médecine moderne ne pouvait comprendre ou apprécier. Elle aurait pu vivre plus longtemps, dit Marcus, les larmes coulant sur son visage. Si elle avait commencé le traitement dès l'apparition des symptômes. Si elle avait été honnête sur son état, elle aurait pu avoir des années au lieu de mois. Elle a choisi comment utiliser le temps qu'elle avait, répondit fermement Madame Chêne. Votre femme a compris que certaines choses sont plus importantes que de prolonger une vie individuelle, comme s'assurer que l'amour et le savoir perdurent au-delà de la mort.
Elle a pris une décision consciente de sacrifier la quantité de temps pour la qualité du but. Elias s'enfonça dans sa chaise, submergé par la révélation du sacrifice de Sarah. Elle n'était pas seulement morte d'un cancer. Elle avait choisi de laisser le cancer la tuer, tout en utilisant le temps qui lui restait pour créer quelque chose d'éternel. La femme qu'il avait pleurée comme une victime d'un destin cruel avait en fait été une héroïne faisant le sacrifice ultime par amour. Dans la dernière section du dossier, Marcus trouva la propre documentation de Sarah concernant sa décision. Une lettre adressée à eux deux, scellée et datée juste une semaine avant sa mort. Mon mari et mon fils bien-aimé, si vous lisez ceci, c'est que vous avez découvert toute l'étendue de ce que j'ai essayé d'accomplir dans mes derniers mois. Je veux que vous compreniez que chaque choix que j'ai fait a été motivé par l'amour, et non par le désespoir. J'aurais pu combattre le cancer plus agressivement, j'aurais pu gagner du temps supplémentaire dans ce monde. Mais j'ai réalisé que ma famille avait besoin de quelque chose de plus précieux que quelques années supplémentaires avec une femme malade. Ils avaient besoin de la preuve que l'amour transcende la mort et d'un savoir qui pourrait les guider à travers tous les défis à venir. Je ne meurs pas. Je me transforme, devenant quelque chose qui peut continuer à vous aimer et à vous protéger longtemps après que mon corps physique ait failli. L'arbre contient mon essence. Les artefacts portent ma voix. Et les traditions que j'ai préservées assureront que les responsabilités sacrées de notre famille se poursuivent à travers Marcus et ses enfants, et leurs enfants après eux. Ne pleurez pas mon choix. Célébrez-le et faites confiance que tout ce que j'ai créé pour vous a été conçu avec un amour parfait et une foi absolue en votre capacité à perpétuer quelque chose de beau et d'éternel. La cuisine devint silencieuse, à l'exception du son de deux hommes pleurant pour une femme dont la profondeur d'amour et de courage qu'ils commençaient seulement à comprendre. Sarah Ward n'était pas seulement morte il y a 30 ans. Elle s'était transformée en quelque chose qui pouvait les aimer pour toujours. Le week-end s'étendait devant eux comme une porte ouverte sur l'impossible. La dernière lettre de Sarah contenait des instructions détaillées pour ce qu'elle appelait le rituel d'achèvement, une cérémonie conçue pour activer pleinement la connexion spirituelle qu'elle avait établie à travers le vaisseau de l'arbre. Mais la lettre contenait également des avertissements concernant la responsabilité qu'un tel savoir apporterait. Une fois que vous acceptez la pleine vérité de ce que j'ai créé, avait-elle écrit, vous devenez des gardiens, non seulement des traditions de notre famille, mais de quelque chose de beaucoup plus grand. Le chêne et cette terre représente un point focal pour l'énergie spirituelle qui a été soigneusement maintenue pendant des générations. Cette maintenance vous incombera désormais, avouée à Marcus, et éventuellement à ses enfants. Madame Chen était arrivée samedi matin avec des fournitures cérémonielles supplémentaires et une gravité qu'Elias n'avait jamais vue auparavant. Elle se déplaçait dans la maison et le jardin avec la détermination de quelqu'un qui se préparait à un événement spirituel significatif, vérifiant le placement des bougies, examinant la phase de la lune et testant ce qu'elle appelait les courants d'énergie autour du chêne. Votre femme a choisi le moment avec précision, expliqua-t-elle à Elias et Marcus alors qu'ils aidaient à disposer des pierres en cercle autour de la base de l'arbre. La pleine lune, l'anniversaire de son rituel de liaison, et votre préparation émotionnelle se sont alignés exactement comme elle l'avait prédit. Ce soir, la barrière entre son essence transformée et votre conscience sera la plus fine. La docteure Brightwater était revenue avec 2 collègues du département d'anthropologie de l'université, mais Madame Chen les avait doucement mais fermement renvoyés. Ceci n'est pas une recherche académique, avait-elle dit au professeur. C'est une famille qui reçoit son héritage. Des observateurs perturberaient la dynamique spirituelle qui rend une telle communication possible. Tout au long de la journée, Elias se retrouva à étudier les tablettes d'enseignement avec une nouvelle urgence. L'écriture symbolique commençait à avoir du sens, révélant couche après couche de signification qui semblait se déployer directement dans sa compréhension plutôt que par la lecture normale. Sarah avait conçu ces outils d'enseignement spécifiquement pour sa façon d'apprendre, tenant compte de sa nature méthodique et de son besoin de comprendre les applications pratiques des concepts abstraits. La clé sert à de multiples fins. Expliquer une tablette en symbole qui se traduisait maintenant presque automatiquement dans son esprit. Déverrouillage physique des récipients cachés, ouverture spirituelle des canaux fermés. Et accès émotionnel aux souvenirs qui transcendent l'expérience individuelle. Lorsqu'elle est utilisée correctement en conjonction avec l'essence de l'arbre et la musique cérémonielle.
Elle crée un pont entre l'âme transformée et la conscience vivante. Marcus avait travaillé avec la seconde boîte à musique, découvrant que sa mélodie complexe contenait ce qui semblait être des instructions encodées dans des phrases musicales. Différentes sections de la chanson semblaient correspondre à différentes phases du rituel d'achèvement, fournissant des indices auditifs pour le timing et la préparation émotionnelle. C'est comme si elle avait créé une symphonie qui vous apprend à communiquer avec son esprit, dit Marcus, sa voix emplie d'émerveillement. Chaque mouvement s'appuie sur le précédent, ouvrant progressivement votre conscience à des possibilités que vous n'auriez jamais imaginées. Alors que l'après-midi s'estompait dans le soir, Madame Chen commença les préparatifs préliminaires de ce qu'elle décrivait comme le travail spirituel le plus important de sa vie. Elle s'habilla de robes cérémonielles chinoises traditionnelles et déballa des instruments qu'Elias n'avait jamais vus, des bols chantants, des claquettes en bois sculptées et de petits tambours qui semblaient résonner avec des rythmes de battements de cœur. Votre femme a étudié sous ma direction pendant des mois, expliqua Madame Chen alors qu'elle arrangeait les objets cérémoniels autour de l'arbre. Mais ce qu'elle a accompli a transcendé tout ce que je lui avais enseigné. Elle a combiné les traditions celtiques de liaison d'âme avec le travail énergétique asiatique et a ajouté des innovations qui venaient de ses propres intuitions spirituelles. Ce soir, nous allons faire l'expérience du plein épanouissement de son génie. La sève d'arbre lumineuse avait été préparée selon les instructions de Sarah, mélangée à des herbes spécifiques et à de l'eau bénite pour créer ce que les tablettes d'enseignement appelaient le mélange de communion. 3 gouttes sur la langue permettraient soi-disant un contact spirituel direct avec l'essence préservée de Sarah, ouvrant des canaux de communication qui existaient au-delà de la perception sensorielle normale. Sommes-nous prêts pour cela? Demanda Elias alors que le soleil se couchait et que Madame Chen commençait à allumer des bougies autour de l'arbre. Je veux dire, vraiment prêt à découvrir que ma femme nous observe depuis 30 ans, que la magie est réelle, que tout ce que je pensais savoir sur la vie et la mort était incomplet? Marcus posa une main sur l'épaule de son père. Nous nous y sommes préparés. Toute notre vie, papa. Chaque conversation que tu as eue avec l'arbre. Chaque fois que tu as lu les lettres de maman, chaque moment où tu as choisi l'amour plutôt que l'amertume, tout menait à cela. Madame Chen commença la cérémonie alors que la pleine lune apparaissait à l'horizon. Sa voix s'élevait en ce qui ressemblait à d'anciens chants chinois mêlés à des chansons traditionnelles irlandaises. La combinaison aurait dû sonner discordante. Mais elle créa au contraire des harmonies qui semblaient résonner avec la terre elle-même. Le chêne répondit à la cérémonie d'une manière qui défiait toute explication naturelle. Ses feuilles bruissaient sans vent. Son tronc massif semblait palpiter de sa propre lumière intérieure, et l'air autour de lui devint dense d'une présence, non menaçante, mais indubitablement conscientée. Bienveillante. Placez vos mains sur l'arbre, instruisit Madame Chen. Tous les deux, ensemble, sentaient le battement de cœur que Sarah a intégré à sa structure spirituelle. Elias et Marcus pressèrent leurs paumes contre l'écorce du chêne et ressentirent immédiatement ce qui ne pouvait être décrit que comme un pouls, lent, régulier et absolument familier. C'était le battement de cœur de Sarah, en quelque sorte préservé et amplifié par 30 ans de cultivation spirituelle soignée. Elle est là, murmura Marcus, les larmes coulant sur son visage. Elle est vraiment là. La clé d'argent devint chaude dans la poche d'Elias, et il comprit que le moment était venu pour sa dernière utilisation. Suivant les instructions des tablettes d'enseignement, il pressa la clé contre un motif spécifique d'écorce près de la base de l'arbre. Les symboles gravés dans la tête de la clé commencèrent à briller de la même lumière intérieure que la sève d'arbre, et soudain l'air fut rempli de la voix de Sarah, non pas des mots audibles, mais une communication qui contournait entièrement l'ouïe, des pensées, des émotions et des souvenirs qui coulaient directement de sa conscience préservée dans les leurs. Elle parla de son amour pour eux, de sa fierté de la façon dont ils avaient grandi et changé, de sa présence continue pendant tous les moments où ils avaient cru être seuls. Je ne suis jamais parti, semblait dire sa voix sans son. J'ai simplement appris à vous aimer d'une manière différente. La sève d'arbre, une fois consommée selon les instructions rituelles, intensifia la connexion jusqu'à ce qu'Elias puisse voir Sarah aussi clairement que de son vivant. Non pas une apparition fantomatique, mais une présence vibrante faite de lumière et d'amour, lui souriant avec la même chaleur qu'il avait soutenue à travers 30 ans de son absence. Tu as parfaitement préservé notre amour, lui dit-elle, ses mains touchant son visage malgré son
Absence de forme physique. Tu m'as parlé tous les jours. Tu as lu mes lettres avec la même dévotion que j'ai mise à les écrire. Tu as élevé notre fils pour qu'il devienne exactement l'homme que j'espérais qu'il serait. Marcus vivait sa propre communion avec sa mère, recevant des souvenirs qu'il était trop jeune pour avoir formés quand elle mourut, être bercé jusqu'au sommeil. Se faire lire des histoires, être aimé avec la protection féroce que seules les mères peuvent offrir. Elle combla les lacunes que sa mort précoce avait laissées dans son enfance, lui donnant une compréhension complète de son amour et de sa fierté. Les traditions doivent continuer, expliqua Sarah à tous les deux à travers la connexion spirituelle. Marcus portera le savoir de notre famille, mais il doit d'abord achever ses études et trouver un partenaire qui pourra l'aider à comprendre toute l'étendue de ce que nous avons préservé. L'arbre le guidera vers la bonne personne le moment venu. Et toi, mon mari bien-aimé, dit-elle à Elias avec une tendresse infinie, tu dois apprendre à vivre à nouveau. J'ai lié mon essence à cet endroit non pas pour t'y piéger, mais pour te libérer d'explorer le reste de ta vie, sachant que notre amour reste constant et éternel. Je ferai toujours partie de cet arbre, mais tu dois faire partie du monde plus vaste. La cérémonie continua toute la nuit, Sarah partageant des connaissances sur l'héritage spirituel de leur famille, des conseils pratiques pour maintenir le site sacré et des messages d'amour personnels accumulés sur 30 ans d'attente patiente. Elle révéla les emplacements d'artefacts cachés supplémentaires, expliqua les significations symboliques derrière des objets du quotidien qui semblaient n'être que sentimentaux, et fournit des instructions pour enseigner aux futures générations leurs responsabilités en tant que gardiens de la sagesse ancienne. À l'approche de l'aube, l'intensité de la connexion spirituelle commença à s'estomper, mais non sans que Sarah ne livre son dernier cadeau, la promesse qu'il pourrait retourner à l'arbre chaque fois qu'il aurait besoin de conseils ou simplement voulait ressentir sa présence. Le rituel de communion pourrait être répété chaque année à l'anniversaire de sa transformation, assurant que leur connexion perdurerait tout au long de leur vie. Ce n'est pas un adieu, leur assura-t-elle alors que sa présence se retirait progressivement dans la conscience vivante de l'arbre. C'est le début d'un nouveau type de relation, une relation que la mort ne peut toucher et que le temps ne peut affaiblir. Elias et Marcus s'effondrèrent contre le tronc massif de l'arbre à la fin de la cérémonie. Épuisés mais transformés par l'expérience. Ils étaient entrés dans la nuit en tant que père et fils hantés par la perte. Ils en ressortirent comme les gardiens de quelque chose d'éternel. Bénis par la certitude que l'amour pouvait en effet transcender la mort. Madame Chen rangea ses accessoires de cérémonie avec une satisfaction tranquille. Son travail enfin terminé après 30 ans de préparation patiente. Votre femme a bien choisi, dit-elle à Elias, alors que le soleil peignait le ciel de couleurs qui semblaient plus vives que d'habitude. Elle a choisi l'amour plutôt que la peur, la transformation plutôt que la reddition, l'éternité plutôt que le simple temps. Vous et Marcus êtes maintenant les témoins vivants de ce que de tels choix peuvent accomplir. Le chêne se tenait inchangé dans la lumière du matin, mais tout le reste avait été à jamais modifié. Sarah Ward avait tenu sa dernière promesse, prouvant que l'amour d'une mère pouvait survivre même à la mort elle-même et continuer à nourrir sa famille à travers les frontières du temps et de l'espace. La boîte à musique en bois était posée au centre du cercle de communion alors que la phase finale de la cérémonie de Sarah commençait, ses nœuds celtiques sculptés brillant au clair de lune. Toute la nuit, elle était restée silencieuse malgré la connexion spirituelle d'Elias et Marcus avec l'essence de Sarah. Maintenant, alors que Madame Chen achevait les rituels de clôture, et que l'énergie spirituelle de l'arbre atteignait son apogée, la boîte à musique commença à émettre une douce et chaude lueur. Elle est prête à vous donner le cadeau final, murmura Madame Chen, la voix rauque après des heures de chant cérémoniel. La boîte à musique contient plus qu'une mélodie. Elle contient sa voix, son rire, ses berceuses. Tout ce que vous pensiez perdu à jamais. Elias s'approcha de la boîte à musique, les mains tremblantes, comprenant que ce moment représentait l'aboutissement de 30 ans de chagrin et d'espoir. Sarah lui avait promis la preuve que l'amour transcende la mort. Et maintenant, cette preuve se trouvait devant lui sous la forme d'un trésor en bois sculpté qui pulsait de vie et de mémoire. Au moment où ses doigts touchèrent le couvercle de la boîte à musique, elle s'ouvrit automatiquement, révélant un intérieur qui semblait bien plus grand que les dimensions extérieures n'auraient dû le permettre. Des figurines miniatures sculptées s'y mouvaient comme des êtres vivants, un minuscule Elias travaillant à ses outils.
Un petit Marcus grandissant d'enfant à homme, et au centre une représentation parfaite de Sarah elle-même, les bras tendus comme pour les embrasser tous les deux. Mais c'est la musique qui fit pleurer les deux hommes de reconnaissance et de joie. Non seulement la berceuse familière qu'ils avaient entendue auparavant, mais une symphonie de sons qui ramena Sarah complètement à la vie dans leurs souvenirs. Sa voix chantant Marcus pour l'endormir bébé. Son rire résonnant dans la maison pendant des moments plus heureux. Son doux fredonnement pendant qu'elle travaillait dans son atelier. Au sous-sol. Mes chers garçons, la voix de Sarah parla clairement depuis la boîte à musique, aussi fraîche et présente que si elle se tenait à leur côté. Si vous pouvez entendre ceci, alors vous avez accompli le voyage que je vous ai tracé. Vous avez découvert qui vous êtes vraiment, qui j'étais vraiment, et ce que notre amour peut accomplir lorsque nous refusons de laisser la mort avoir le dernier mot. Marcus s'effondra à genoux près de l'arbre, submergé d'entendre la voix de sa mère avec une clarté parfaite pour la première fois depuis l'enfance. Ce n'était pas seulement des échos ou des impressions spirituelles. C'était Sarah elle-même qui leur parlait directement à travers la préservation magique de son essence. J'ai enregistré ces messages pendant mes dernières semaines. Sa voix continua d'utiliser les techniques que Madame Chen m'a enseignées pour lier la conscience aux objets physiques. Chaque chose importante que je voulais vous dire. Chaque conseil dont vous pourriez avoir besoin, chaque expression d'amour que je ne pouvais me résoudre à laisser tacite, tout est là, préservé pour toujours dans la boîte à musique. Les figurines sculptées dans la boîte commencèrent à bouger avec plus de détermination, rejouant des scènes de leur vie de famille avec une précision étonnante. Elias se vit lire des histoires au coucher à Marcus, vit Sarah apprendre à leur fils à identifier différents types de bois au toucher, fut témoin de moments d'intimité qu'il avait oubliés, mais que Sarah avait en quelque sorte capturés et préservés. Pour toi, Marcus, la voix de Sarah parla alors que la minuscule figurine sculptée de leur fils grandissait et changeait sous leurs yeux. Je veux que tu saches que chaque jour de ta vie m'a rempli de fierté. Tu portes la force et l'intégrité de ton père, mais tu possèdes aussi une curiosité pour le monde qui te sera très utile dans ta carrière universitaire. Fais confiance à cette curiosité. Elle te mènera à des découvertes qui profiteront non seulement à notre famille, mais à la préservation plus large du savoir traditionnel. La boîte à musique. Montrait Marcus étudiant à Stanford, rencontrant une jeune femme dont les mains portaient les mêmes callosités d'artisane qui marquaient la lignée familiale de Sarah, construisant une vie qui honorait à la fois l'érudition et la tradition spirituelle. Les visions étaient si vives et détaillées qu'elles ressemblaient à des prophéties plutôt qu'à de simples espoirs. Et pour toi, mon cher Elias, la voix de Sarah devint tendre alors que la minuscule figurine sculptée de son mari commençait à traverser des scènes qu'ils n'avaient jamais vécues, ensemble, voyageant vers des lieux dont ils rêvaient de visiter, rencontrant de nouvelles personnes, expérimentant la joie et l'aventure que son chagrin l'avait empêché d'imaginer. J'ai besoin que tu comprennes que m'aimer ne signifie pas rester figé dans le passé. Je veux que tu vives pleinement, que tu explores le monde, que tu ouvres ton cœur à de nouvelles possibilités. La boîte à musique révélait des avenirs qui pouvaient encore se réaliser. Elias, rendant visite à Marcus à l'université, faisant le voyage tant retardé en Irlande pour explorer la patrie ancestrale de Sarah, peut-être même trouvant de la compagnie avec quelqu'un qui pourrait apprécier à la fois sa loyauté envers la mémoire de Sarah et sa capacité à continuer à grandir. L'arbre sera toujours là quand tu auras besoin de sentir ma présence, le rassura la voix de Sarah. Mais il n'a jamais été destiné à être une prison qui vous empêche de vivre. C'est un sanctuaire qui peut restaurer votre force et vous rappeler la nature éternelle de l'amour, afin que vous puissiez vous aventurer avec confiance et revenir avec des histoires à partager. Alors que la chanson de la boîte à musique atteignait son crescendo, les petites figurines sculptées se joignirent les mains autour du miniature arbre au centre, créant un tableau de connexion éternelle qui incluait non seulement leur famille immédiate, mais des générations passées et futures, toutes unies par l'amour que Sarah avait tout sacrifié pour préserver. La boîte à musique en bois avait délivré exactement ce que Sarah avait promis. La preuve que l'amour pouvait survivre à la mort, des conseils pour l'avenir et la certitude que certains liens sont vraiment éternels. Alors que la mélodie de la boîte à musique s'estompait, un second compartiment s'ouvrit à sa base, révélant ce qui semblait être un journal relié en cuir, pas plus grand qu'une carte à jouer. Mais quand Elias le souleva de son emplacement, le journal s'étendit dans ses mains jusqu'à atteindre une taille normale.
Un autre exploit impossible qu'il commençait à accepter comme simplement faisant partie de l'héritage magique de Sarah. Le journal de l'âme, souffla Madame Chen, reconnaissant quelque chose qu'elle n'avait entendu décrire que dans les légendes. Votre femme a accompli ce dont la plupart des praticiens traditionnels ne font que rêver, un document vivant qui sert de pont permanent entre la conscience transformée et le monde physique. Les pages du journal étaient vierges quand Elias l'ouvrit pour la première fois. Mais à mesure qu'il les observait, l'écriture familière de Sarah commença à apparaître, formant des mots et des phrases en temps réel, comme si elle était assise à côté d'eux. Une plume à la main. Ma chère famille, le journal s'écrivit. Ceci est mon cadeau de présence continue. Chaque fois que vous aurez besoin de conseils, de réconfort, ou simplement que vous voudrez partager vos pensées avec moi, écrivez dans ce journal et je vous répondrai. La mort ne m'a pas fait taire. Elle a simplement changé notre façon de communiquer. Marcus tendit la main avec hésitation pour toucher les pages auto-écrivantes, haletant alors que les mots se déplaçaient pour s'adresser directement à lui. Marcus, mon fils brillant, je vois ton émerveillement été. Question. Oui, c'est bien moi, préservé par l'amour et la magie et 30 ans de préparation patiente. Pose-moi n'importe quelle question sur notre histoire familiale, sur les traditions que tu perpétueras, sur les décisions de vie auxquelles tu seras confronté. Je suis là pour t'aider à traverser tout cela. Elias prit le stylo qui se matérialisa à côté du journal et écrivit d'une main tremblante. Sarah, est-ce vraiment toi? Est-ce réel ou hallucinons-nous à cause du chagrin et de l'épuisement? La réponse apparut immédiatement dans son écriture distinctive. C'est moi. Mon amour. Plus moi que je n'ai pu l'être depuis la nuit de ma mort. Ce journal permet à ma conscience de circuler librement, de répondre à tes pensées et émotions avec la clarté que je possédais d'eux. Mon vivant. J'ai veillé sur vous deux pendant 30 ans, célébrant vos victoires et souffrant pendant vos épreuves. Maintenant, enfin, nous pouvons partager ces expériences ensemble. Marcus écrivit sa propre question. Maman, pourquoi ne nous as-tu pas parlé de l'héritage magique de notre famille? Pourquoi le garder secret? Parce que vous deviez le découvrir progressivement. Répondit le journal. La magie révélée trop rapidement peut submerger et effrayer. J'avais besoin que vous développiez la sagesse et la maturité émotionnelle nécessaires pour assumer une telle responsabilité. Les 30 ans de dévotion fidèle de votre père envers l'arbre ont prouvé sa préparation. Votre poursuite académique du folklore celtique a prouvé la vôtre. Tout s'est déroulé exactement comme il le fallait. Au cours de l'heure suivante, le journal devint une conversation à trois qui combla le fossé entre la vie et la mort avec une intimité surprenante. Sarah partagea des souvenirs qu'Elias avait oubliés, répondit à des questions sur l'enfance de Marcus qui l'avait intrigué pendant des années, et fournit des aperçus sur l'héritage spirituel de leur famille qui prendrait des années à être pleinement compris. Parle-moi du choix que tu as fait, écrivit Elias, sa main tremblante alors qu'il formulait les mots concernant le sacrifice de son temps de traitement pour créer tout cela. Le regrettes-tu? Jamais, répondit le journal avec emphase. Elias, mon amour, j'aurais pu combattre le cancer plus agressivement, et peut-être vivre 2 ou 3 années supplémentaires comme une femme malade, s'affaiblissant chaque jour. Au lieu de cela, j'ai choisi de dépenser ma force restante pour créer quelque chose qui me permettrait de vous aimer pour toujours. Auriez-vous préféré ces quelques années supplémentaires ou cette connexion éternelle? La question resta en suspens entre eux. Et Elias réalisa qu'autant il avait pleuré la mort de Sarah, ils n'échangeraient pas ce qu'ils avaient découvert pour quoi que ce soit, pas même la chance de la retrouver sous forme physique. Marcus écrivit ensuite, « Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment faire perdurer cela? » Vis pleinement ta vie, répondit le journal. Termine tes études. Trouve l'amour. Fonde ta propre famille. Quand tu auras des enfants, enseigne-leur leur héritage. Progressivement, tout comme tu l'as appris. L'arbre te guidera vers un partenaire qui partage les dons spirituels de notre famille. Fais confiance à cette guidance et visite régulièrement la maison. Non par obligation, mais par amour. Et toi, mon fidèle mari, le journal s'adressa à Elias sans qu'il ait besoin d'écrire, tu dois apprendre à voir cette découverte comme une liberté plutôt qu'une responsabilité supplémentaire. Je ne suis plus prisonnière de la mort,
et tu n'es plus prisonnier du chagrin. Nous avons prouvé que l'amour survit à tout. Maintenant, vis comme si tu y croyais. Le journal continue à décrire, partageant des conseils pratiques sur le maintien de la santé spirituelle de l'arbre, des instructions pour les rituels de communion annuels, et des explications détaillées des traditions familiales que Marcus transmettrait finalement à ses propres enfants. Mais plus que de l'information, il fournit ce dont les deux hommes avaient le plus besoin. La certitude absolue que la mort n'était pas une fin, mais une transformation, et que l'amour pouvait vraiment transcender toutes les frontières. Alors que la lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les feuilles du chêne, le journal délivra son dernier message. Ce n'est pas un adieu. C'est le début d'un nouveau chapitre dans notre histoire d'amour. Je serai là chaque fois que vous aurez besoin de moi, prêt à partager vos joies et à vous réconforter dans vos peines. Nous sommes toujours une famille liée non par la présence physique, mais par quelque chose de bien plus fort. L'amour qui a été éprouvé par la mort et qui en est sorti victorieux. Les pages du journal restèrent ouvertes, attendant de futures conversations, de futures questions, de futurs moments où le père et le fils auraient besoin de la guidance et du réconfort que seule Sarah pouvait offrir. Le journal de l'âme avait révélé son but, non seulement comme un enregistrement du passé, mais comme un lien vivant qui soutiendrait les liens de leur famille pour toutes les années à venir. 6 mois plus tard, Elias se tenait à la même fenêtre de cuisine où cette histoire avait commencé. Mais tout avait changé. Le café du matin faisait toujours partie de sa routine, mais maintenant il le partageait avec Sarah à travers le journal de l'âme, écrivant de brèves nouvelles de sa journée. Et recevant ses douces réponses remplies d'amour et d'encouragement. Les lettres jaunies attachées d'un ruban bleu restaient sur la table, mais elles n'étaient plus son seul lien avec la présence continue de sa femme. Marcus était revenu pour les vacances de Noël, apportant avec lui des récits de succès académiques et, plus important encore, la nouvelle d'une jeune femme nommée Eleanor qui enseignait les métiers d'art traditionnels dans le programme d'éducation permanente de l'université. Elle travaille le bois comme toi et maman le faisiez, avait-il écrit dans le journal de l'âme. Lors d'une de leurs conversations à trois. Ses mains connaissent des choses que les manuels ne peuvent enseigner. La réponse de Sarah avait été immédiate et ravie. Amène-la à la maison pour Pâques. J'ai des choses à lui apprendre, des traditions à partager et un héritage familial qui a besoin d'une autre paire de mains habiles pour l'aider à le préserver. La graine, le dernier cadeau de Sarah, était posée en bonne place sur la table de la cuisine, attendant le bon moment pour être plantée. Elle était accompagnée d'instructions spécifiques écrites dans le journal de l'âme. Quand Marcus ramènera Eleanor à la maison, plantez cette graine ensemble dans le jardin de devant. Elle deviendra un arbre compagnon pour notre chêne, un arbre qui ancrera la branche de votre fils. De la famille à cette terre sacrée tout en lui permettant de construire sa propre vie où que son chemin le mène. Elias avait suivi les conseils de Sarah concernant une vie plus épanouie. Prenant ses premières vacances en 30 ans pour visiter l'Irlande et explorer le paysage que les ancêtres de sa femme avaient appelé leur foyer. Le voyage avait été une révélation, le connectant à des siècles de tradition tout en lui ouvrant les yeux sur des possibilités au-delà des routines familières d'Elm Creek Road. Dans le comté de Cork, il avait trouvé le cottage où l'arrière-arrière-grand M. R de Sarah avait appris les anciens métiers qu'elle avait apportés en Amérique. La propriétaire actuelle, une femme qui se présenta comme une cousine éloignée, était au courant de l'immigration de la famille dans le nouveau monde et de la responsabilité sacrée qu'ils avaient emportée avec eux. Nous nous interrogions sur nos proches américains depuis des générations, dit-elle à Elias autour d'un thé dans une cuisine qui ressemblait remarquablement à la sienne. Ma grand-mère disait toujours qu'un jour quelqu'un reviendrait pour apprendre son héritage et partager ce qu'il avait préservé à travers l'océan. La visite avait abouti à une correspondance continue et à des plans pour accueillir Marcus et Eleanor l'été suivant, créant des liens qui enjambaient les continents et les générations. Sarah avait eu raison comme toujours, abandonner la peur et embrasser la possibilité avait ouvert des portes qu'il n'avait jamais imaginées. Madame Chen visitait toujours régulièrement, mais leur relation avait évolué, passant de celle de professeur à élève à quelque chose s'approchant de l'égalité. Elias avait prouvé sa capacité à maintenir la santé spirituelle de l'arbre et à poursuivre les traditions que Sarah était morte pour préserver. La vieille femme parlait de lui transmettre éventuellement le savoir de sa propre famille, assurant que la sagesse celtique et asiatique serait préservée dans les mêmes mains bienveillantes. Votre femme a bien choisi son successeur,
lui avait dit Madame Chen récemment. Vous avez appris à équilibrer le respect de la tradition avec l'ouverture à la croissance, exactement ce dont ces anciennes pratiques ont besoin pour survivre dans le monde moderne. Le chêne lui-même avait changé de manière subtile mais significative depuis le rituel d'achèvement. Ses feuilles restaient vertes plus longtemps en automne. Son écorce semblait briller d'une chaleur intérieure pendant les mois d'hiver. Et les visiteurs commentaient souvent le sentiment de paix qu'ils ressentaient en se tenant sous son immense canopée. Les enfants étaient particulièrement attirés par lui, comme s'ils reconnaissaient quelque chose d'accueillant et de protecteur dans sa présence ancienne. La docteure Brightwater était devenue une visiteuse régulière, documentant les traditions familiales avec une précision savante tout en respectant leur nature sacrée. Ces recherches posaient les bases d'une compréhension plus large de la façon dont les pratiques magiques celtiques avaient évolué et survécu dans les communautés d'immigrants américains. L'histoire de votre famille réécrit les hypothèses académiques sur la préservation des traditions populaires, dit-elle à Elias lors de sa visite la plus récente. Ce que Sarah a accompli représente une synthèse parfaite de l'ancien savoir et des nouvelles applications, quelque chose que la plupart des universitaires croyaient impossible. Mais au-delà de l'intérêt académique, la professeure était devenue une amie qui comprenait le poids de la tutelle qu'Elias et Marcus avaient héritée. Elle servait de pont entre leurs pratiques spirituelles privées et le monde plus vaste qui commençait lentement à reconnaître la réalité de traditions qui transcendaient la compréhension ordinaire. La maison ne semblait plus vide. Même quand Elias était seul. La présence de Sarah remplissait chaque pièce à travers les artefacts qu'elle avait créés, les rituels qu'elle avait établis et les conversations continues qui se déroulaient dans le journal de l'âme. Il avait appris à distinguer la solitude de l'isolement, le manque de quelqu'un du fait de rester connecté à elle au-delà de la mort. À l'approche du printemps et à la concrétisation des plans. Pour la visite de Marcus et Eleanor, Elias se retrouva à envisager l'avenir avec un enthousiasme qu'il n'avait pas ressenti depuis le diagnostic de Sarah 30 ans plus tôt. La graine serait plantée. De nouvelles traditions commenceraient, et le cycle de l'amour et de la préservation se poursuivrait pour une autre génération. Debout à la fenêtre de la cuisine avec son café du matin. Écrivant son salut quotidien à Sarah dans le journal de l'âme, Elias réfléchit au voyage qu'il avait mené à ce moment de paix et de détermination. Certains pères laissent de l'argent à leurs enfants. D'autres, la sagesse. Mais Sarah Ward avait laissé à sa famille quelque chose de bien plus précieux. Elle leur avait laissé la preuve que l'amour est vraiment éternel, que la mort n'est qu'une transformation, et que ceux que nous chérissons ne nous quittent jamais vraiment. Ils apprennent simplement de nouvelles façons de continuer à nous aimer à travers le temps et l'espace. Le chêne oscillait doucement dans la brise matinale, ses branches anciennes tendant vers un ciel rempli de possibilités infinies, et Elias sourit alors que la voix de Sarah parlait doucement à travers les pages de leur conversation continue. « Bonjour, mon bien-aimé. Parle-moi de tes rêves. » L'histoire qui avait commencé avec le mystère et la perte était devenue un témoignage de la victoire ultime de l'amour sur toutes les frontières, toutes les peurs et toutes les tentatives de séparer des cœurs destinés à battre à l'unisson pour toujours.